Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live avec CryptoList de vendredi à 12h30. Si vous l'avez loupé, je vous invite à le retrouver tout de suite en haut à droite de cette vidéo. On va parler Bitcoin bien évidemment, il ne se passe pas grand chose, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que peu aujourd'hui pensaient encore possible. Il semblerait que 80 000 Bitcoins aient été déplacés ou en tout cas accessibles, ce qu'on appelle des Bitcoins dormants ou perdus. Et vous allez voir que cette affaire, cette histoire va très probablement durer encore plusieurs mois. On a une deadline, 90 jours, pour pouvoir réclamer la propriété ultime de ces 80 000 bitcoins. Sinon, personne ne sait ce qui pourrait en advenir. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Square des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, cryptoactif ou marché traditionnel. Vous pouvez la télécharger en un seul clic ici, en cliquant sous la vidéo, le site lesroisdubitcoin.com. Je vous remets le lien dans la description et juste avant de partir, téléchargez les 3 premières heures d'initiative des rois, dont mes 10 indicateurs techniques complètement gratuits que j'utilise quotidiennement pour gagner et être rentable sur les marchés cryptographiques. Un prénom, une adresse mail et je vous l'envoie dans votre boîte email. Côté Bitcoin, toujours sur ce canal ici de dégradation, biseau-descendant si vous voulez. On peut même prendre des cours de régression, ça marche aussi très très bien. Et il semblerait qu'on l'ait breaké. Ce qu'on a breaké, c'est surtout une moyenne mobile, 50 périodes ici en daily, moyenne mobile 200 périodes relativement éloignées. On se retrouve dans des déséquilibres de marché, on pourrait aller les chercher, on les voit très bien ici. Shimoku Kinkoyo, au-dessus de Tenkai, au-dessus de Kinjun. Le nuage est de nouveau vert, ça reste bullish jusqu'à preuve du contraire. Les bornes de Bollinger semblent continuer à se rétrécir, en tout cas à latéraliser. On attendra dans la résolution. Sommes-nous à l'aube de la résolution? On s'est fait un petit peu ralentir sur un événement qui s'est passé il y a quelques jours en arrière. Déséquilibre de marché. Je vous enlève pour que ce soit un tout petit peu plus clair de votre côté, juste ici. Voilà, bande de Bollinger. On pourrait venir chercher ce déséquilibre de marché, ce qui a une confluence avec la Tenkan Kinjun. Bon, à vous de voir si vous voulez éventuellement le jouer. Se positionner maintenant sur un rond de range n'est pas forcément le plus approprié. Ce qui m'intéresse le plus, c'est Ethereum. Je vous le dis depuis plusieurs mois maintenant, je le joue et je le joue fort. On a réintégré la moyenne mobile 200, réintégré la moyenne mobile 50 périodes, ouverture pour un objectif de cours, si on suit les ondulations, le 25 août 2025 sur les 3600 $. C'est l'objectif cible par rapport à une pattern qui est en train de se déclencher. Pourquoi? Puisque nous avons passé avec deux candles consécutives le milieu de range par rapport à ce POC de liquidité. Donc c'est très bullish sur Ethereum. Il ne faut pas partir du principe que on doit se retourner, que c'est obligatoirement, il faut aller plus bas, il faut aller chercher les 1008. Non, pas du tout. Si on suit cette pattern coûte que coûte, avec une prise de liquidité, la réintégration de côté consécutifs, il faut revenir sur le milieu du range, vous avez 90% de chance d'aller visiter le haut du range, premier trend haussier ici, sur les 3000 $, ce prix psychologique, combler un déséquilibre de marché qui se trouve ici depuis février 2025, et en cas d'accélération, c'est objectif 3006 au plus tard pour le 25 août 2025. J'ose espérer qu'on le fasse un tout petit peu plus tôt. Je n'irai pas chercher la liquidité, leur flow, etc. On peut aller faire un petit tour du côté de Marstouf. Il nous le propose quotidiennement. Il semblerait que l'OS continue à maintenir ce momentum. Et ici, les baleineaux sont revenus un petit peu à la charge. C'est exactement ce que vous voulez observer. Il y a des clusters de liquidité qui se trouvent un tout petit peu plus haut. Faites attention à la chasse de liquidité. Si vous voulez prendre plutôt des plays, c'est plutôt des billets vendeurs qu'il faudra prendre ici. Surtout que vous avez un narratif qui est en train de se dessiner. J'aime bien aller faire du côté des options. Petit tour du côté des options, je trouve ça toujours intéressant. On a un strike 120 000 $. Il ne change pas depuis des mois ce strike de 120 000 $. Et la dernière fois qu'on avait réussi à aller chercher un strike price, c'était lors de Terra Luna, c'était en 2023, 2022. Et honnêtement, c'était pas très bullish. Voilà, on a été parti chercher un strike baissier. Et si on devait aller chercher un strike baissier dans l'heure où je vous parle actuellement, qui retournerait littéralement une tendance court terme, moyen terme, long terme, plutôt baissière ici, ce serait les 85 000. Si on veut lancer le momentum pour aller chercher ces accélérations haussières, vous avez le tarif, c'est les 120 000 $. Il faudra le clôturer avant la fin du mois de juillet. Belle news, le TON progresse fortement suite à l'annonce de visa doré aux Émirats Arabes Unis. La communauté crypto agit avec enthousiasme et scepticisme. Pourquoi? Alors c'est assez intéressant ce qu'on est en train d'observer puisque on essaie de trouver désespérément et délibérément bien évidemment une utilité à nos tokens et cryptoactifs préférés au-delà même des infrastructures et de la décentralisation que cela pourrait nous apporter. Mais apporter une utilité physique à l'utilisation et à la possession d'un token, je trouve ça extrêmement intéressant. Ton a lancé la machine. Derrière, CZ répond tout de suite, de façon quasi immédiate, sur son réseau Twitter. L'exchange crypto Binance envisage également des visas dorés aux Émirats Arabes Unis, détenteurs de BNB. Donc, c'est aussi très bullish pour le BNB. C'est très bullish pour le BNB. Et qu'est-ce qui se passe quelques heures plus tard?
En réalité, tout le monde s'est mis de pair pour dire que tout le monde aura un visa doré aux Émirats Arabes Unis s'il possède 100 000 bitcoins, enfin 100 000 BNB, 100 000 tonnes, 100 000 ce que vous voulez. Les autorités des Émirats Arabes Unis demandent les informations selon lesquelles il serait possible de tenir un visa doré en plaçant du Toncoin en staking. Donc si c'est a été annoncé par un des founders de Toncoin, bah, partez du principe que du côté de CZ, je ne comprends pas ces allégations par rapport à des founders qui proposent ou qui lancent des visas dorés sur les Émirats Arabes Unis, qui donneraient une utilisation à ces tokens, et c'est très très positif. Mais de là, à ce que ce soit démenti dans les heures qui suivent, je trouve ça complètement fou, et je ne pense pas que ça aide l'écosystème crypto-monnaie dans son ensemble, surtout pour ces cryptos qui sont réputés pour être les plus capitalisés, hein, qui font partie du top 10, et Ton a fait partie du top 10 pendant longtemps. On continue avec une news très intéressante également, c'est celle-ci. Je vais tout refuser. Les États-Unis vont appliquer les surtaxes douanières aux pays récalcitrants à partir du 1er août, comme ce qui avait été prévu par Donald Trump. Ça a été lancé par Betsson. Mais que je trouve complètement fou, c'est qu'à la base, c'était pas le 1er août. À la base, c'était le 9 juillet. C'est la raison pour laquelle, dans cette annonce, les marchés crypto se sont un petit peu réveillés en fin de journée d'hier. Est-ce que c'était un coup, et encore une fois, une manipulation de marché? Mais à la base, c'était bien le 9 juillet. Il semblerait que maintenant, le 9 juillet, ça passe au 1er août. Donc, on vient de dépasser les fameux 90 jours. Et bah, plutôt positif pour les marchés. Ils disent bel et bien que si jamais les pays n'arrivent pas à trouver un accord par rapport à ça, certains pourraient voir et se voir infliger près de 50% de tarifs douaniers. Mais toujours pareil, ce que je veux vous dire par rapport à cette news-là, c'est qu'on reporterait, on reportera, on reportera, et il semblerait que les marchés sont de moins en moins impactés par rapport à ce narratif des tarifs douaniers. Trump menace un nouveau droit de douane sur les pays s'alignant aux BRICS. En réalité, il faut juste partir du principe que le vrai combat se passe ici, la dominance et l'hégémonie du dollar américain et de la puissance américaine à travers le monde. Ici, ce sont plutôt des combats d'idéologie démocratique autoritaire, et c'est plutôt ça qu'on est en train de jouer actuellement. Si vous regardez qui sont les pays qui font partie aujourd'hui des BRICS, sont principalement autoritaires, ceux qui font partie du G7 sont particulièrement démocratiques, et en fait c'est non pas un concours de circonstances, mais c'est bien une bataille qui fait rage par rapport à deux idéologies démocratiques et non démocratiques, par rapport à des BRICS du côté de l'Est ou du côté de l'Ouest des États-Unis, si on se place dans l'hémicentre de l'Europe. Voilà ce qui se joue très réellement. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va... C'est toujours la même chose. On joue un système et une économie polarisée. Et en jouant un écosystème et une économie polarisée, il faut tout simplement diversifier à travers ces différents continents. Je pense que c'est la meilleure approche, la plus saine et la plus safe possible pour pouvoir continuer à s'épanouir sur ces marchés financiers, ces flux de capitaux. Ça a été la boom, et c'est la dernière news que je voulais vous partager aujourd'hui, un formidable travail de Sarfertux. Je vous le mettrai directement dans la description. C'est sa plus belle, comme il le dit si bien, sa plus folle enquête qu'il a pu écrire sur Bitcoin. Et honnêtement, ça vaut le coup d'aller le lire. Parce que si on a passé ça comme une espèce de petite news où on n'aurait pas forcément de tenants et aboutissants et que ça va vite se terminer, en réalité, ça ne fait que commencer. Je vais vous le donner en fait en mille. Je vous laisserai le lire parce que c'est assez long à lire, mais à quel point c'est passionnant et le travail me semble de très bonne facture et de très bonne qualité. Mais je vais vous le résumer en 4 phrases, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Bon, en gros, ce qui s'est passé le 4 juillet, il y a 80 000 bitcoins qui ont été déplacés. Vous trouverez peut-être 100 000, peut-être 120 000 bitcoins de ci et de là. En réalité, c'est une démonstration cryptographique à des niveaux jamais vus dans l'histoire de Bitcoin. C'est un petit peu le jour de l'indépendance, si vous voulez. 80 000 bitcoins qui dormaient depuis 2000 ans, c'est clairement les airs de Satoshi Nakamoto, qui ont été déplacés d'une manière extrêmement sophistiquée et coordonnée. Donc tout avait été prévu en amont. Portefeuille concerné, tous formatés en P2PKH, c'est qui suggère en fait une faille technique ici. Ce sont des acteurs qui connaissent parfaitement Bitcoin, probablement des gens qui ont participé à l'essor de Bitcoin. Et si vous regardez par rapport à UpReturn, l'objectif, c'est tout simplement de s'affranchir d'une règle juridique qui dit que si le Bitcoin n'est pas réclamé ou si l'adresse n'est pas réclamée via une signature ou un transfert, et à ce moment-là, ces Bitcoins reviendront directement au découvreur, si vous voulez. Pas au hacker, mais au découvreur. Alors, est-ce que c'est un découvreur qui a récupéré le mot-clé? Est-ce que c'est un découvreur qui a réussi à pirater et à violer par rapport au premier protocole de Bitcoin, de l'ère Satoshi UpReturn? C'est complètement possible en réalité, mais ça soulève d'autres questions. Et la question qui va soulever, c'est est-ce qu'il n'y a que 80 000 bitcoins ou que 100 000 bitcoins? On peut l'arrondir comme ça, parce qu'on n'a pas exactement tous les tenants aboutissants par rapport à cette pratique-là qui sont concernés. Est-ce que c'est pas en fait 1 million de bitcoins de Satoshi Nakamoto qui n'a pas évolué par rapport à son protocole natif? Et il semblerait bien que les individus qui sont derrière, ou le groupe d'individus, ou la personne derrière cette cryptographie ultra sophistiquée, ou cette démonstration de force ultra sophistiquée,
pourrait, je dis bien pourrait, accéder au portefeuille de Satoshi Nakamoto. Et ici, on travaille bien sur à la fois une narrative, mais une stratégie juridique. L'entité va revendiquer publiquement la possession des fonds, c'est exactement ce qui a été fait, via une notice légale avec 90 jours, donc jusqu'au 5 octobre 2025. C'est encore très drôle de voir comme quoi toutes les planètes s'alignent, mais ça devient presque troublant cette histoire de octobre-novembre 2025 pour arriver au top générationnel de tout ce qu'on peut imaginer. L'idée, c'est tout simplement de soit vous réclamez et vous êtes bien le propriétaire de cette adresse-là, soit vous ne le réclamez pas. Et de droit et de fait, ça revient au découvreur, si vous voulez. Donc, c'est un pur storytelling ultra bien mené. C'est clairement une bombe à retardement pour Bitcoin par rapport à cette faille P2P KH qui est ici exploitée et qui pourrait donner lieu à l'ouverture d'une boîte de Pandore, 1 million de Bitcoin, qui est aujourd'hui réputée pour être celle de Satoshi Nakamoto. Et c'est en ça que je voulais vous dire que cette histoire ne fait très probablement que commencer. Donc intéressez-vous, parce que je pense qu'on va en parler, et si vous voulez en discuter sur les Discord, c'est avec grand plaisir. Continuez vos investigations. Je pense que le monde, à l'heure où je vous parle, est en train de travailler sur cette histoire-là. Le cours de Bitcoin semble plutôt bien réagir. Alors est-ce que c'est du déni de cryptographie ou est-ce que c'est effectivement juste un FUD? Il semblerait que ce soit un tout petit peu plus que ça, mais il est très clair que si on venait à pouvoir récupérer les 1 million de Bitcoin de Satoshi Nakamoto, qui, on le pense, est à l'abri ou perdu, pourrait, par rapport à cette faille, être découvert, en tout cas être récupéré. La question reste complètement ouverte. Plusieurs solutions s'offrent aujourd'hui à Bitcoin, notamment Bitcoin Core, soit en fork, soit moi, la population et les détenteurs et les validateurs décideront, les mineurs décideront via un consensus, et je pense que ça nous permettra permettrait de faire un petit peu briller Bitcoin, et non pas les crypto-monnaies, mais plutôt Bitcoin ici, pour savoir comment, encore une fois, il va pouvoir se sortir de cette panacée. C'est très excitant ce qu'on est en train de vivre, c'est pas forcément très excitant pour nos portefeuilles, on devrait retrouver une forme de volatilité, mais si vous devez vous intéresser à quelque chose aujourd'hui très précisément, c'est clairement ça. Je vous remets le lien dans la description. Et pour nous, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao, ciao.